Chapitre 3. Un monde d'enfants. Lyra se réveilla de bonne heure. Elle avait fait un rêve affreux. On lui avait donné le container sous vide que son père, Lord Asriel, avait montré aux maîtres et aux érudits de Jordan College. Ce jour-là, Lyra était cachée dans une penderie. Elle avait pu voir ainsi Lord Asriel ouvrir l'étrange boîte afin de montrer aux érudits la tête tranchée de Stanislaus Grumman, l'explorateur porté disparu. Mais dans son cauchemar, Lyra était obligée d'ouvrir elle-même le container, et elle ne voulait pas. À vrai dire, elle était terrorisée, mais elle devait le faire, et sentir ses mains trembler d'effroi au moment où elle faisait sauter les fermoirs de la boîte. L'air s'engouffra dans le container réfrigéré. Suffocante de peur, Lyra souleva le couvercle, sachant qu'elle n'avait pas le choix, elle devait le faire. La boîte était vide. La tête de Grumman avait disparu. Il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Elle se réveilla malgré tout, en pleurant, inondée de sueur, dans la petite chambre étouffante qui donnait sur le port, avec la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, couchée dans le lit d'un inconnu, serrant contre elle l'oreiller d'un inconnu. Pantalaimon, blotti contre elle, sous son aspect d'hermine, émettait de petits bruits rassurants. Quelle peur elle avait eue! Dire que, dans la vraie vie, elle aurait donné cher pour voir la tête de Stanislaus Grumman. Elle avait supplié Lord Asriel de rouvrir la boîte pour la laisser regarder à l'intérieur, alors que dans son rêve, cette idée la terrorisait. Elle demanda à l'alétiomètre ce que signifiait ce cauchemar, mais la seule réponse fut c'était un rêve au sujet d'une tête. Elle songea à réveiller l'étrange garçon, mais il dormait si profondément qu'elle décida de s'abstenir. Elle descendit dans la cuisine et essaya de se faire une omelette. 20 minutes plus tard, elle s'installait à une table sur le trottoir pour déguster, avec un immense sentiment de fierté, une sorte de purée sèche et carbonisée, pendant que le moineau Pantalaimon picorait les morceaux de coquille d'œuf. Soudain, elle entendit un bruit dans son dos et aperçut Will, les yeux gonflés par le sommeil. Je sais faire l'omelette, déclara-t-elle. Je peux t'en faire une si tu veux. Il regarda l'assiette de Lyra avant de répondre. Non, je vais plutôt prendre des céréales. Il reste du lait dans le frigo. Les gens qui vivent ici sont partis depuis peu, je parie. Elle le regarda verser des cornflakes dans un bol et y ajouter du lait. Encore une chose qu'elle n'avait jamais vue. Will emporta son bol sur la terrasse. Si tu ne vis pas dans ce monde, d'où viens-tu demanda-t-il. Et comment es-tu arrivé jusqu'ici? Mon père a construit un pont et je l'ai suivi quand il est passé de l'autre côté. Mais je ne sais pas où il est allé. Il a disparu. Remarque, je m'en fiche. Il y avait tellement de brouillard quand j'ai traversé le pont que j'ai dû me perdre. J'ai erré dans le brouillard pendant plusieurs jours, en mangeant uniquement des fruits et ce que je trouvais. Puis un jour, le brouillard s'est levé, et avec Pantalaimon, on était au sommet de cette falaise, tout là-bas. Elle tendit le pouce par-dessus son épaule. Le regard de Will balaya le rivage, dépassa le phare et vit la côte s'élever brusquement, en une succession de falaises qui disparaissaient dans la brume au loin. On a aperçu la ville en bas, et on est descendu, mais il n'y avait personne. Au moins, il y avait de quoi se nourrir et des lits pour dormir. Ensuite, on s'est demandé ce qu'on allait faire. Tu es sûr que ce n'est pas un endroit de ton monde que tu ne connais pas? Évidemment. Conclusion, il existe au moins 3 mondes reliés les uns aux autres, déclara Will. Il y en a des millions et des millions, répondit Lyra. C'est un démon qui me l'a dit, un démon de sorcière même. Impossible de compter combien il y en a. Tous dans le même espace, mais personne ne pouvait passer de l'un à l'autre avant que mon père ne construise son pont. Et la fenêtre que j'ai découverte. Là, je n'en sais rien. Peut-être que tous les mondes sont en train de se mélanger. Et pourquoi tu cherches de la poussière, au fait? Elle lui jeta un regard sévère. Peut-être que je te le dirai un jour. D'accord. Mais comment comptes-tu faire? Je trouverai un érudit qui saura me renseigner. N'importe lequel? Non, un théologien expérimental. Dans mon Oxford à moi, c'était eux qui savaient tout sur la poussière. On peut donc supposer que ce sera la même chose dans ton Oxford à toi. J'irai d'abord à Jordan College, car c'est là qu'on trouve les meilleurs. Je n'ai jamais entendu parler de théologie expérimentale, dit Will. Ils connaissent tout sur les particules élémentaires et les forces fondamentales, expliqua Lyra.
Sur l'embaromagnétisme aussi. Ce genre de choses. L'embaro quoi? L'embaromagnétisme. Comme dans Embaric. Ces lumières-là, dit-elle en désignant le lampadaire décoratif. Ce sont des lumières embariques. Nous, on dit électriques. Électrique comme électrum. C'est une sorte de pierre précieuse, faite avec la gomme des arbres. Des fois, il y a même des insectes à l'intérieur. Tu confonds avec l'ambre, dit Will. Tous les deux dirent au même moment ambar, et chacun vit sa propre expression sur le visage de l'autre. Will conserva longtemps le souvenir de cet instant. L'électromagnétisme, reprit-il, en détournant la tête. Ta théologie expérimentale, ça ressemble à ce qu'on appelle la physique. C'est des savants qu'il te faut, pas des théologiens. Fit-elle, méfiante. Je les trouverai. Ils étaient assis dans la vive clarté du matin. Le soleil illuminait paisiblement le port, et chacun d'eux s'apprêtait sans doute à ajouter quelque chose, car il débordait de questions. Mais soudain, ils entendirent une voix venue du bord de mer, un peu plus loin, vers les jardins du casino. Surpris, Will et Lyra tournèrent la tête dans cette direction. C'était une voix d'enfant. Mais curieusement, on ne voyait personne. Will demanda à Lyra à voix basse. Depuis quand es-tu ici déjà? 3 ou 4 jours, je ne sais plus. Et je n'ai jamais vu personne. Cette ville est complètement déserte. Je t'assure, j'ai regardé presque partout. Pourtant, il y avait quelqu'un. 2 enfants, une fillette de l'âge de Lyra et un garçon, plus jeune, débouchèrent soudain d'une des rues qui descendaient vers le port. Ils portaient des paniers et tous les deux avaient les cheveux roux. Ils n'étaient plus qu'à une centaine de mètres lorsqu'ils aperçurent Will et Lyra assis à la terrasse du café. Pantalaimon abandonna immédiatement son apparence de chardonneret pour se transformer en chauve-souris et remonter à toute vitesse sur le bras de Lyra jusque dans sa poche de chemise. Il avait remarqué que, comme Will, aucun de ses 2 enfants n'était accompagné d'un démon visible. Ceux-ci s'avancèrent d'un pas nonchalant et s'installèrent à une table voisine. Vous êtes de Sigaz? Demanda la fille. Will secoua la tête. De Santelia? Non, dit Lyra. On vient d'ailleurs. La fille acquiesça. C'était une réponse sensée. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda Will. Où sont passés tous les adultes? La fille plissa les yeux. Les spectres ne sont pas venus chez vous? Demanda-t-elle. Non, répondit Will. On vient d'arriver. On n'est pas au courant de cette histoire de spectres. Comment s'appelle cette ville? Sigaz, dit la fillette, d'un air méfiant. Citagaz, si vous préférez. Citagaz, répéta Lyra. Sigaz. Pourquoi tous les adultes sont-ils partis? À cause des spectres, évidemment, expliqua la fillette avec une grimace d'agacement. Comment vous vous appelez tous les deux? Moi, c'est Lyra. Lui, c'est Will. Et vous? Angelica. Mon frère s'appelle Paolo. Vous venez d'où? Des collines là-haut. Il y a eu un énorme orage avec un brouillard épais. Tout le monde a pris peur et on s'est enfui dans les collines. Quand le brouillard s'est dissipé, les adultes ont vu, avec des télescopes, que la ville était remplie de spectres. D'autres enfants sont redescendus. Ils vont bientôt arriver. On était les premiers. Avec Tullio, ajouta le petit Paolo, fièrement. Qui est Tullio? Angelica semblait fâchée. Apparemment, Paolo n'aurait pas dû en parler. Mais le secret, maintenant, était éventé. C'est notre grand frère, dit Angelica. Il n'est pas avec nous. Il se cache en attendant de pouvoir. Il se cache, c'est tout. Il va se... ajouta Paolo, mais sa sœur lui donna une gifle, et il se tut immédiatement en pinçant ses lèvres tremblantes. Que disais-tu au sujet de cette ville? Demanda Will. Elle est pleine de... spectres? Oui, Sigaz, Santelia et toutes les autres villes. Les spectres sont partout où il y a des gens. Mais vous venez d'où, vous? Winchester, dit Will. Jamais entendu parler. Il n'y a pas de spectres là-bas? Non, et je n'en vois pas ici non plus. Bien sûr que non, t'es pas un adulte. C'est quand on est adulte qu'on voit les spectres. Moi, je n'ai pas peur des spectres, déclara le jeune garçon en redressant son petit menton crasseux. Les adultes ne vont jamais revenir? Demanda Lyra. Si, si, dans quelques jours, répondit Angelica, quand les spectres iront voir ailleurs. Nous, on aime bien quand les spectres sont là. On peut cavaler où on veut dans la ville, faire tout ce qui nous plaît. Mais pourquoi les adultes ont-ils si peur de ces spectres? Demanda Will. Quand un spectre attrape un adulte, ce n'est pas beau à voir. Il lui mange toute la vie à l'intérieur en quelques secondes. Je n'ai pas envie de devenir grande, vous pouvez me croire. Au début,
Quand ils comprennent ce qui se passe, les adultes ont peur. Ils hurlent, ils pleurent, ou ils essaient de regarder ailleurs, pour faire comme si ce n'était pas vrai. Mais c'est déjà trop tard. Et personne ne veut s'approcher pour les aider. Ils sont tout seuls. Au bout d'un moment, ils deviennent tout pâles et ils ne bougent plus. Ils sont toujours vivants, mais c'est comme si on les avait dévorés de l'intérieur. Quand on les regarde dans les yeux, on voit l'arrière de leur crâne. C'est tout vide. La fillette se tourna vers son jeune frère et lui essuya le nez avec la manche de sa chemise. Paolo et moi, on cherche des glaces, ajouta-t-elle. Vous voulez venir avec nous? Non, répondit Will. On a des trucs à faire. Salut alors, dit Angelica. Mort au spectre, s'exclama le petit Paolo. Salut, dit Lyra. Dès qu'Angelica et son jeune frère eurent disparu, Pantalaimon ressortit de la poche de Lyra sa petite tête de souris ébouriffée, les yeux pétillants. Il s'adressa à Will. Ils ne connaissent pas l'existence de cette fenêtre que tu as découverte. C'était la première fois que Will entendait parler Pantalaimon, et il semblait presque plus stupéfait par ce phénomène que par tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent. Lyra ne put s'empêcher de rire devant son air ébahi. Mais il parle s'exclama-t-il. Est-ce que tous les démons parlent? Évidemment, dit Lyra. Tu crois que c'était un vulgaire animal domestique? Will se gratta le crâne, perplexe. Finalement, il secoua la tête et s'adressa à Pantalaimon. Je crois que tu as raison, dit-il. Ils ne sont pas au courant. Ça veut dire qu'il faut faire attention en repassant par là, dit le démon. Il y avait quand même quelque chose d'étrange dans cette situation. Discuter avec une souris, mais pas plus étrange que de parler dans un téléphone en fin de compte, car en vérité, il s'adressait à Lyra. Certes, la souris était un être indépendant. Toutefois, on retrouvait un peu de Lyra dans ses expressions, avec quelque chose de plus. Difficile de savoir quoi au juste, surtout quand tant de phénomènes bizarres se produisaient en même temps. Will s'efforça de mettre de l'ordre dans ses pensées. Pour commencer, on va te trouver des vêtements, dit-il à Lyra, avant que tu mettes les pieds dans mon Oxford. Pourquoi donc? Demanda-t-elle d'un air de défi. Tu ne peux pas aller poser des questions aux habitants de mon monde dans cet état-là. Ils ne te laisseraient même pas approcher. Tu ne dois pas te faire remarquer. Il faut que tu sois camouflé en quelque sorte. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Je l'ai fait pendant des années. Si tu n'écoutes pas mes conseils, tu vas te faire pincer. Et s'ils découvrent d'où tu viens, ils trouveront la fenêtre. Et tout ça, ce monde, est une extraordinaire cachette. Et justement, je suis obligé de me cacher pour échapper à certaines personnes. Je ne pouvais pas rêver mieux, et je n'ai pas envie qu'on découvre cet endroit. Ça m'ennuierait beaucoup que tu nous fasses repérer en ayant l'air de débarquer d'on ne sait où. J'ai des choses importantes à faire à Oxford, moi aussi, et si jamais je me fais pincer à cause de toi, je te tue. Lyra avala sa salive. L'alléthiomètre ne mentait jamais. Ce garçon était bel et bien un meurtrier, et s'il avait déjà tué une fois, il n'hésiterait pas à la tuer elle aussi. Elle acquiesça d'un air grave, car elle était sincère. D'accord, dit-elle. Transformé en lémurien, Pantalaimon regardait Will avec ses grands yeux écarquillés. Will soutint son regard, et le démon redevint aussitôt souris pour se faufiler dans la poche de Lyra. Parfait, dit le garçon. Aussi longtemps qu'on restera ici, on fera croire à ces gamins qu'on vient de leur monde, d'un endroit qu'ils ne connaissent pas. C'est une chance qu'il n'y ait pas d'adultes dans les parages. On peut aller et venir à notre guise. Personne ne fera attention à nous. Mais quand on sera dans mon monde, tu devras faire ce que je te dis. Avant toute chose, tu vas te laver. Si tu n'as pas l'air propre, tu vas te faire remarquer. Nous devons passer inaperçus où qu'on aille. On doit donner l'impression d'être chez nous, dans notre élément. Commence par te laver les cheveux. Il y a du shampoing dans la salle de bain. Ensuite, on ira te chercher des vêtements. Je ne sais pas comment on fait, dit Lyra. Je ne me suis jamais lavé les cheveux. C'est la gouvernante qui s'en chargeait à Jordan College. Apprends à te débrouiller, répondit Will. Lave-toi entièrement. Dans mon monde, les gens sont propres. Fit Lyra, avant de remonter au premier étage. Par-dessus son épaule, une tête de rat féroce jeta un regard noir à Will qui se contenta de le regarder froidement. Will était partagé entre le désir de profiter de cette matinée silencieuse et ensoleillée pour déambuler à travers la ville et un sentiment d'angoisse en songeant à sa mère.
Une sorte de torpeur provoquée par le choc de la mort de cet homme s'y mêlait, mais tout cela était dominé par la tâche qu'il devait accomplir. Afin de s'occuper l'esprit et les mains en attendant l'aéra, il entreprit de nettoyer la cuisine, de laver par terre, et d'aller vider les ordures dans la grande poubelle qu'il avait repérée dans la ruelle derrière le café. Cela étant fait, il sortit l'écritoire de son cabas et l'observa d'un air impatient. Dès qu'il aurait montré à Lyra comment franchir la fenêtre pour retourner à Oxford, il reviendrait voir ce qu'elle contenait. En attendant, il la glissa sous le matelas du lit dans lequel il avait dormi. Dans ce monde, le précieux objet était à l'abri. Lorsque Lyra redescendit propre et encore mouillée, ils partirent lui chercher des vêtements. Ils dénichèrent un grand magasin, à l'aspect miteux comme tout le reste, où les vêtements étaient un peu démodés aux yeux de Will, mais ils trouvèrent pour Lyra une jupe écossaise et un chemisier vert sans manches, avec une grande poche pour Pantalaimon. La fillette refusa catégoriquement d'enfiler un jean. Elle refusa même de croire Will quand celui-ci lui affirma que presque toutes les filles en portaient. C'est un pantalon, dit-elle. Je suis une fille, je te signale. Ne dis pas de bêtises. Will répondit par un haussement d'épaules. Après tout, la jupe écossaise était passe-partout, c'était le plus important. Avant de quitter le magasin, Will déposa quelques pièces dans le tiroir-caisse derrière le comptoir. Qu'est-ce que tu fais demanda Laïra. Je paye. Il faut payer pour avoir quelque chose. Tout est gratuit dans ton monde. Ici, c'est différent. Je te parie que ces gamins qu'on a rencontrés ne payent rien. Peut-être, mais moi je paye. Attention, si tu commences à te comporter comme un adulte, les spectres vont s'emparer de toi, dit-elle, sans trop savoir, toutefois, si elle pouvait se moquer de lui désormais, ou si au contraire elle devait en avoir peur. En plein jour, Will put constater combien les bâtiments du centre-ville étaient anciens. Certains pouvaient presque être qualifiés de ruines. La chaussée était défoncée, il y avait des fenêtres brisées, le plâtre s'écaillait. Et pourtant, cet endroit avait autrefois connu la beauté et la grandeur. En passant devant des porches voûtés, on apercevait de vastes cours intérieures remplies d'arbres. Il y avait aussi de grandes constructions ressemblant à des palais, malgré les escaliers lézardés et les portes arrachées des murs. À croire que les habitants de Sigaz, plutôt que d'abattre une maison pour en construire une autre à la place, préféraient la rafistoler indéfiniment. Au bout d'un moment, ils atteignirent une tour qui se dressait sur une petite place, solitaire. C'était apparemment le plus vieil édifice de la ville, une simple tour crénelée, haute de 3 étages. Son immobilité en plein soleil avait quelque chose de si mystérieux que Will et Lyra se sentirent attirés par cette porte entr'ouverte au sommet d'un large escalier. Toutefois, ils n'y firent aucune allusion et poursuivirent leur chemin, un peu à contre-cœur. En arrivant sur le grand boulevard planté de palmiers, Will demanda à Lyra de chercher un petit café situé au coin d'une rue, avec des tables et des chaises en fer peintes en vert sur le trottoir. Elle le trouva en moins d'une minute. Vu de jour, il paraissait plus petit, plus miteux également, mais c'était bien le même café, avec son comptoir en zinc, le percolateur, l'assiette de risotto à moitié pleine, qui commençait à empester la chaleur. C'est là-dedans demanda Lyra. Non, c'est au milieu de la route. Assure-toi qu'il n'y a pas de gamins dans les parages. Ils étaient seuls. Will l'entraîna jusqu'au terre-plein central, sous les palmiers, et regarda autour de lui pour tenter de se repérer. Je crois que c'était par ici, dit-il. Quand je suis arrivé, je distinguais tout juste la grande colline là-bas, derrière la maison blanche. De ce côté-ci, il y avait le café et... À quoi il ressemble ce trou? Je ne vois rien. Tu ne peux pas te tromper. Tu n'as jamais rien vu de pareil. Will jetait des regards désespérés autour de lui. La fenêtre avait-elle disparu? S'était-elle refermée? Il ne la voyait plus. Mais soudain il la localisa enfin. Il s'approcha et recula plusieurs fois en observant le bord du trou. Exactement comme la veille, quand il l'avait découvert du côté d'Oxford, on ne pouvait le voir que sous un certain angle. Dès que vous changiez de place, la fenêtre redevenait invisible. L'herbe ensoleillée de l'autre côté ressemblait à l'herbe ensoleillée de ce côté-ci, tout en étant différente, sans qu'on puisse dire pourquoi. La fenêtre est ici, annonça Will, lorsqu'il fut sûr de lui. Oui, oui, je la vois. Lyra était abasourdie. Elle semblait aussi estomaquée que Will quand il avait entendu Pantalaimon parler pour la première fois. Celui-ci, incapable de rester caché plus longtemps au fond de sa poche,
s'était transformée en abeille pour aller tournoyer plusieurs fois autour du trou, pendant que Lyra ébouriffait ses cheveux encore humides en se grattant la tête. Reste bien sur le côté, lui dit Will. Si tu te mets devant, les gens ne voyant que deux jambes vont se poser des questions. Je ne veux pas qu'on se fasse remarquer. C'est quoi ce bruit qu'on entend? La circulation. La fenêtre donne sur la rocade d'Oxford. Pas étonnant qu'il y ait du trafic. Penche-toi et regarde sur le côté. Ce n'est pas le meilleur moment de la journée pour passer, il y a beaucoup trop de monde. Mais si on attend la nuit, on ne saura pas où aller ensuite. Au moins, une fois qu'on sera de l'autre côté, on pourra facilement se fondre dans la masse. Tu passeras la première. Tu sautes rapidement et tu t'écartes de la fenêtre. Depuis qu'ils avaient quitté le café, Lyra transportait un petit sac à dos bleu. Elle le fit glisser de ses épaules et le serra entre ses bras, avant de s'accroupir pour regarder par le trou. Elle ne put retenir un hoquet de surprise. Oh, c'est ça ton monde? Ça ne ressemble pas du tout à Oxford. Tu es sûr que tu viens d'Oxford? Évidemment que j'en suis sûr. Quand tu seras de l'autre côté, tu verras une route devant toi. Va vers la gauche et un peu plus loin, tu prendras la route qui part vers la droite. Elle conduit au centre-ville. Repère bien l'endroit où est la fenêtre surtout, et souviens-t'en, compris? Il n'y a pas d'autre passage pour revenir. Ne t'en fais pas, dit-elle. Je ne risque pas d'oublier. Serrant son sac à dos contre elle, Lyra se faufila à l'intérieur du trou dans l'atmosphère et disparut. Will s'accroupit au bord de l'orifice pour la suivre des yeux. Elle était là, debout, dans l'herbe de son Oxford à lui, avec Pantalaimon qui avait conservé son apparence d'abeille, posé sur son épaule. Autant qu'il pouvait en juger, personne ne l'avait vu apparaître. Les voitures et les camions passaient en trombe à quelques mètres d'elle, mais personne, en arrivant à ce carrefour fréquenté, n'avait le temps de tourner la tête pour observer un morceau de vide à l'aspect un peu bizarre, à supposer qu'il puisse le voir. Et le flot ininterrompu de voitures dissimulait la fenêtre aux yeux de toute personne se trouvant de l'autre côté de la chaussée. Soudain, il y eut un crissement de frein, un cri et un grand bang. Will se jeta à terre pour regarder par le trou. Lyra était allongée dans l'herbe. Une voiture avait freiné si brutalement qu'une camionnette l'avait percutée et avait propulsé la voiture vers l'avant malgré tout. Et Lyra gisait sur le sol immobile. Will s'empressa de la rejoindre. Personne ne le vit apparaître. Tous les regards étaient fixés sur la voiture, le pare-choc enfoncé, le chauffeur qui descendait de la camionnette et la fillette. Je n'ai rien pu faire. Elle s'est jetée sous les roues, bafouilla la conductrice de la voiture, une femme d'un certain âge. Vous rouliez trop près, s'exclama-t-elle en se tournant vers le conducteur de la camionnette. Ce n'est pas le plus important, répondit celui-ci. Comment va la gamine? Il s'adressait à Will qui s'était agenouillé près de l'Aéra. Will leva la tête et regarda autour de lui, mais il devait se rendre à l'évidence. C'était lui le responsable. Dans l'herbe à ses côtés, l'Aïra avait repris connaissance. Elle remuait la tête en clignant des paupières. Will vit l'abeille Pantalaimon escalader, comme un boxeur groggy, un brin d'herbe près d'elle. Ça va? Demanda-t-il. Essaye de bouger les jambes et les bras. Ah, la petite idiote, dit la conductrice. Elle s'est précipitée devant moi sans regarder. Qu'est-ce que je pouvais faire? Tu nous entends, petite? Demanda le conducteur de la camionnette. Oui, murmura Lyra. Rien de cassé? Remue les bras et les jambes, répéta Will. Elle obéit. Tout fonctionnait. Elle va bien, commenta Will. Plus de peur que de mal. Je vais m'occuper d'elle. Tu la connais? Demanda l'homme à la camionnette. C'est ma sœur. On habite au coin de la rue. Je vais la ramener à la maison. Lyra s'était assise et, puisque de toute évidence elle ne souffrait d'aucune blessure grave, la conductrice reporta son attention sur sa voiture. Pendant ce temps, la circulation contournait les deux véhicules immobilisés sur la chaussée et, en passant, les automobilistes regardaient la scène avec une curiosité morbide, comme toujours. Will aida Lyra à se relever. Mieux valait ne pas s'éterniser dans les parages. La conductrice et le conducteur de la camionnette, ayant jugé que le litige était du ressort de leur compagnie d'assurance, ils échangeaient leurs coordonnées quand la femme vit Lyra s'éloigner en boitant, soutenue par Will. Hé, attends, petite, lui cria-t-elle. J'ai besoin de ton témoignage. Il me faut ton nom et ton adresse. Je m'appelle Mark Ransom, répondit Will en se retournant. Et ma sœur s'appelle Lisa. On habite au 26 Bourne Close.
Et le code postal? Je ne m'en souviens jamais. Désolé, il faut que je la ramène à la maison. Montez dans ma camionnette, proposa l'homme. Je vous dépose. Non, ce n'est pas la peine. Ça ira plus vite à pied, je vous assure. Lyra boitait à peine. Elle s'éloigna, en prenant appui sur Will, marchant dans l'herbe à l'ombre des marronniers. Arrivés au premier croisement, ils bifurquèrent. Ils s'assirent sur le muret d'un jardin. Tu es blessé? S'enquit Will. Je me suis cogné la jambe, et en tombant, ma tête a heurté le sol. Mais elle paraissait plus préoccupée par le contenu de son sac à dos. Elle plongea la main à l'intérieur et en sortit un petit paquet, assez lourd, semblait-il, enveloppé de velours noir. Elle dévoila l'objet mystérieux. Will ouvrit de grands yeux en découvrant la laitiomètre. Les minuscules symboles peints autour du cadran, les aiguilles dorées, la longue aiguille fine, le luxe du boîtier, il en avait le souffle coupé. C'est quoi? Mon alétiomètre, un détecteur de vérité, un lecteur de symboles. J'espère qu'il n'est pas cassé. Non, il était intact. Même dans ses mains tremblantes, la grande aiguille s'agitait fébrilement. Rassurée, elle rangea l'alétiomètre en disant: Je n'ai jamais vu autant de charrettes et de trucs comme ça. Je ne savais pas qu'elles roulaient si vite. Il n'y a donc pas de voiture ni de camion dans ton Oxford? Pas autant, et pas comme ça. Je ne suis pas habitué. Mais ça va aller. Fais bien attention à partir de maintenant. Si tu passes sous un bus, si tu te perds ou je ne sais quoi encore, ils vont s'apercevoir que tu viens d'un autre monde, et ils chercheront le passage. Will s'aperçut que sa colère était disproportionnée. Il ajouta d'un ton plus doux: Écoute, si tu te fais passer pour ma sœur, ça me servira de couverture, car le garçon qu'il recherche n'a pas de sœur. Et si je t'accompagne, je pourrais t'apprendre à traverser la rue sans te faire écraser. D'accord, dit-elle timidement. Et l'argent, je parie que tu n'en as pas? Évidemment, c'est normal. Comment comptes-tu te débrouiller pour manger, et ainsi de suite? J'ai de l'argent, déclara Laïra. Et pour le prouver, elle fit glisser quelques pièces d'or de sa bourse. Will les regarda d'un air hébété. C'est de l'or? Hein, c'en est? En voyant ça, les gens vont se poser des questions, c'est sûr. Je vais te donner un peu d'argent. Range ces pièces et cache-les bien. N'oublie pas, tu es ma sœur, tu t'appelles Lisa Ransom. Non, Lizzie, dit-elle. Je faisais croire que je m'appelais Lizzie dans le temps, je m'en souviens. Ok, allons-y pour Lizzie. Moi, c'est Marc, n'oublie pas. Entendu. Sa jambe allait la faire souffrir, elle le savait. Déjà, elle était rouge et enflée, là où la voiture l'avait heurtée. Et un gros hématome, tout noir, commençait à apparaître. Avec le bleu qu'elle avait à la joue, à la suite du coup de poing de Will reçu la veille, elle ressemblait à une enfant battue. Et cela inquiétait Will. Qu'arriverait-il si un policier se montrait un peu trop curieux? Il essaya malgré tout de chasser cette pensée de son esprit, et ils se remirent en route, en traversant au feu cette fois, et ne jetant qu'un seul regard derrière eux, vers la fenêtre sous les marronniers. Ils ne la voyaient plus, elle était redevenue invisible. Et le flot de la circulation s'écoulait normalement. À Summertown, après 10 minutes de marche sur Banbury Road, Will s'arrêta devant une banque. Qu'est-ce que tu fais? Lui demanda Lyra. Je vais retirer de l'argent. Je n'ai pas intérêt à le faire trop souvent, mais l'opération ne sera pas enregistrée avant la fin de la journée, je suppose. Il introduisit la carte bancaire de sa mère dans le distributeur automatique et tapa son code secret sur le clavier. Comme tout semblait bien se passer, il réclama une centaine de livres sterling, que la machine lui délivra sans rechigner. Lyra assistait à cette opération bouche bée. Will lui donna un billet de 20 livres. Garde-le précieusement, dit-il. Tu achèteras un truc pour faire de la monnaie. Essayons de trouver un bus pour aller en ville. Lyra le laissa s'occuper des tickets à l'intérieur du bus et resta assise en silence pendant tout le trajet, regardant défiler derrière la vitre les maisons et les jardins de cette ville qui était la sienne, sans être la sienne. C'était comme évoluer à l'intérieur du rêve de quelqu'un d'autre. Ils descendirent dans le centre, non loin d'une vieille église en pierre qu'elle connaissait, en face d'un grand magasin qu'elle ne connaissait pas. Tout est changé, commenta-t-elle. Comme... C'est pas la Halle aux Grains, ça? Et là, c'est le Broad. Je reconnais aussi Balliol et la bibliothèque Bodley. Mais où est Jordan College? Lyra était secouée de violents frissons. Peut-être était-ce le contre-coup de l'accident, ou le choc provoqué par la découverte d'un bâtiment totalement différent à la place de Jordan College qui avait été sa maison. C'est pas normal. Elle parlait à voix basse, car Will lui avait dit de ne plus crier
en montrant du doigt toutes les choses qui, selon elle, n'auraient pas dû se trouver là. Ce n'est pas le même Oxford. Will n'était pas préparé à affronter le désespoir hébété de Lyra. Il ne pouvait pas savoir qu'elle avait passé une grande partie de son enfance à courir dans des rues presque identiques à celle-ci, ni combien elle était fière d'appartenir à Jordan College, dont les professeurs étaient les plus intelligents, dont les caisses étaient les mieux remplies, dont la magnificence était sans égale. Et voilà que, maintenant, tout cela avait disparu. Elle n'était plus Lyra de Jordan College, elle n'était qu'une pauvre petite fille perdue dans un monde étrange, ne sachant pas où aller. Si tout a changé, dit-elle d'une voix tremblante.